Bonjour à tous, seconde partie du document Techno Trait de coupe, dont je rappelle les différents chapitres, la vampirisation de l'humanité, l'internement de la conscience, la planète machine du futur, la guerre contre les élémentaux, la grande séparation et la libération de l'énergie. Les éons du bien et du mal. Dans le système solaire, il s'est formé au fil des millénaires un néon de la bonté, une formation psychique faite de l'accumulation des désirs et des prières. Cet éon du bien est le prince de ce monde. Chacun lui rend un culte à chaque fois qu'il dit « c'est bon pour moi ». Comme l'homme désire toujours plus de confort et de plaisir, son avidité rencontre toutefois une limite qui est ressentie comme un mal. Pour briser la résistance qui bride sa volonté, il doit faire preuve de perversité et de ruse s'il veut parvenir à ses fins. Cela crée l'éon du mal. Au fil des millénaires, à force de vouloir rendre naturelle une situation anti-naturelle, l'humanité est parvenue à un seuil de malignité très avancé, ce qui entraîne en réaction un effort de bonté pour contrer le mal. C'est là le rôle de celle qui se fait appeler la Grande Loge Blanche. Les autorités ont été contraintes de forger une idéologie du bien à la place de l'ancienne morale religieuse. On veut être bon de toutes les manières, humanitaire ou scientifique, avec le risque d'amplifier le mal sous des formes qui finiront par apparaître comme un bien. Conscient de la crise paroxystique que ce processus risque d'atteindre, le syndicat planétaire, constitué de groupes de pression occulte ennemis, a décidé de collaborer en formant une ligue internationale pour colmater la brèche du mal. Ce plan d'urgence de bonne volonté mondiale, ça me fait penser à Alice Bailey, a été lancé avec l'objectif de rassembler les organisations terrestres sous la bannière du bien inconditionnel. Ceci en dépit des contradictions, car cette bonté devra absorber les aspects immoraux de la civilisation. Banalisation médiatique du vice. Nous assistons ainsi aujourd'hui à la légalisation des vices. Les gens ne comprennent pas pourquoi la drogue, la pornographie, voire la pédophilie deviennent peu à peu des comportements à la mode. Mais l'ordre mondial est à ce prix. Le vice banalisé doit devenir acceptable si l'on veut retarder la déflagration du mal séculaire qui s'est accumulé et qui doit inévitablement se décharger comme la tension de l'orage. L'être humain n'est pas naturellement porté sur les pratiques déviantes tant qu'on ne lui en montre pas l'exemple. Aussi, la méthode de manipulation est d'inciter les gens à imiter ce qui est montré par les médias. L'autorité se scandalise un peu et fait semblant de prendre des mesures, mais celle-ci n'ont pour effet que de faire de la publicité au vice qu'elle prétend combattre. Le syndicat planétaire a donc conclu une alliance contre nature avec les forces les plus opposées à la morale traditionnelle qui s'était maintenue jusqu'au XVIIIe siècle. Pour s'adapter, les religions s'alignent mais prônent les valeurs de la modernité en tenant un double discours, comme c'est de coutume au Vatican. Ce qui était condamnable devient acceptable, voire autorisé, si ce n'est implicitement conseillé. Le syndicat planétaire croit neutraliser ainsi les puissances inférieures qui risqueraient de forcer le barrage de l'ordre établi, en inondant la civilisation d'horreur. On pense pouvoir absorber en douceur la perversité accumulée sur la dimension astrale du monde et amener progressivement ce mal à un état d'innocuité où il finirait par se fondre dans le bien. Le syndicat occulte ne croit qu'à moitié en l'efficacité de son plan, mais il n'a pas le choix. En effet, la loge noire se nourrit des énergies des passions inférieures autant que de l'argent des trafics qui ont cours ici-bas. Il faut donc continuer à lui fournir de la substance énergétique extraite des vices en tout genre, en dépit des beaux idéaux politiques, la manipulation du bien et du mal. Nous comprenons ainsi l'ambiguïté du contrat liant les forces d'évolution qui se prétendent bonnes et les forces d'involution qui passent pour être mauvaises. En réalité, au plus haut niveau de contrôle des affaires planétaires, les initiés savent que bien et mal sont les deux bras de la politique. Mais le but de ces confréries n'est pas de faire triompher le bien ou le mal. L'opposition bien-mal est enseignée aux masses à travers les religions et les idéologies comme une technique de conditionnement. Il faut beaucoup de temps pour qu'un être intelligent réalise la manipulation du bien et du mal, s'il parvient toutefois à se réveiller. Il faut être véritablement moral pour ne pas verser dans le cynisme quand on découvre que les valeurs de bien et de mal sont artificielles, qu'elles ne sont qu'un système binaire pour maintenir l'humanité sous contrôle. Si l'on n'est pas attiré par un bord, on travaillera pour l'autre. Le mal étant douloureux par principe, on s'efforcera de devenir bon, éventuellement jusqu'au modèle de sainteté de la religion. On se souvient des paroles de Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Il faut rappeler la mystification théologique autour de la figure de Jésus-Christ. Notre culture présente les modèles divins comme les êtres bons qui tendent l'autre joue lorsqu'on les frappe.
On devrait s'interroger sur la violence de Jésus envers les marchands du temple et d'autres allégories, montrant qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée donc, l'arme. Le christianisme n'est pas une philosophie de la bonté bien pensante, c'est une guerre ouverte contre les scribes et les pharisiens hypocrites qui représentent les gardiens de l'ordre établi, civil et religieux de tous les temps. Il fallait la perversité de Rome pour maquiller cette guerre en un pacifisme mou et une bonté sirupeuse. La culture artificielle du bien. Jésus a dit « Nul n'est bon, pas même un seul ». Mais on a cultivé un modèle de sainteté qui est devenu le politiquement correct. Cette fausse bonté n'est qu'un vernis posé sur la bestialité inhérente à notre vie dans un corps animal. Elle finira par faire exploser le refoulement qu'elle produit. Nous l'avons vu dans le passé et nous le verrons de manière paroxystique à l'avenir. Au moment où la civilisation atteindra le point culminant de la crise dont le symbole est Armageddon, la guerre de tous contre tous. Le bien cultivé artificiellement est la méthode civilisatrice sur la Terre. Il ne peut en être autrement en raison de la nature de l'âme humaine qui est portée à la sécurité. La sécurité est ressentie comme douceur, apaisement, tranquillité, paix, toute chose que l'humain recherche et qu'il trouve bonne à cause de son origine céleste. Les démons et les éons ont appris à manipuler cette tendance à la sécurité. C'est le désir de sécurité qui a causé la chute de l'humanité ici-bas, car la matière paraît plus confortable que le grand inconnu en perpétuel renouvellement. S'appuyant sur la psychose sécuritaire de l'âme prisonnière de la matière, le syndicat occulte a déployé des efforts constants pour entretenir une culture de la bonté par le biais de ses religions lucifériennes, lumineuses, et de l'éducation bien pensante. Dans les temps modernes, quand la religion perdit son influence, on confia aux moralistes la mission d'endoctriner les masses avec une morale à base de bonté profane, dont le nouveau modèle de sainteté fut le réformateur social ou bien le pauvre et le déraciné. Le héros moderne est un être faible qui fait pitié et auquel on prête une bonté innée parce qu'il est opprimé. Aujourd'hui, le modèle révolutionnaire du saint barbu étant passé de mode, on a transposé l'idéal de bonté sur le médecin et le savant, de type humain digne du prix Nobel de la paix dont le fondateur inventa la dynamite. Il faut mentionner les célébrités converties à la religion humanitaire, toujours prêtes à sauver la terre en chansons ou en sermons. La culture de la bonté est le moyen de contrôler les masses assoiffées de sécurité. C'est une bonté instinctive dont la conscience morale est absente. La nouvelle morale sera de ressembler au modèle fabriqué par les médias. Il n'y aura plus de morale en dehors de celle qui est imposée par les médias. On pourrait croire que le plan de bonne volonté inconditionnelle du syndicat occulte fonctionne assez bien. Cette stratégie implique que la pensée humaine doit devenir homogène autour d'un modèle de type social bon. On pense que cette unité tournée vers un bien humaniste admis par tous pourra absorber le mal qui se fondera alors avec ce bien. Mais nous qui savons comment cela va tourner, nous vous avertissons que le mal augmentera à la mesure du bien artificiel. Fondus ensemble, ils formeront un maléfice d'une perversité inouïe. Ce mal nouveau est symbolisé par le signe de la bête. Le syndicat planétaire n'a pas d'autre espoir pour survivre que de réaliser une culture de la bonté artificielle, se dotant ainsi d'un bouclier résistant aux énergies purificatrices de la justice divine en provenance de l'univers interne. Il doit se fabriquer un blindage qui parodie la vérité. Ce blindage est l'ordre mondial. C'est la fausse unité internationale avec le verrouillage de l'Internet 666. Débâcle dans l'au-delà. Comment expliquer la stratégie de la Grande Loge Blanche d'un point de vue occulte? Les ondes régénératrices du Verseau attaquent les forteresses de l'au-delà. Les dimensions invisibles qui sont l'envers du monde visible tombent peu à peu en ruine et leurs habitants cherchent refuge dans le monde matériel. Au préalable, ils doivent organiser l'espace physique de manière à ce qu'ils puissent y être accueillis dans de bonnes conditions, car ces entités ne peuvent se satisfaire du monde tel qu'il est. La nature doit d'abord être remodelée pour se fondre dans la technologie. La vie organique doit être remplacée par un environnement artificiel, une nouvelle nature où l'on existera virtuellement à travers des réseaux électromagnétiques imitant les conditions de la vie désincarnée. Vous comprenez pourquoi les instances planétaires précipitent l'avènement d'un ordre mondial unifié au plan politique, social et spirituel. Elles sont dans l'urgence. Certes, les gouverneurs des hiérarchies concernées par ces mesures exceptionnelles n'ont pas attendu la dernière limite pour passer à l'action. Alors, petite parenthèse, ça ne m'étonne pas du tout que Joël Lavourière dérange les autorités et donc qu'on ait dit pique-pendre sur son compte. Parce que, bon, là, même si
c'est Kevin qui a écrit cet article. Il s'agit du même mouvement et ils avaient raison des années en avant, hein. Je vais relire ce paragraphe qui il fait totalement penser au programme accéléré qu'on subit actuellement. Par exemple, des métaverses de Meta Facebook là, de Zuckerberg avec les mondes parallèles numériques. Je cite, hein, au préalable, ils doivent organiser l'espace physique de manière à ce qu'ils puissent y être accueillis dans de bonnes conditions, car ces entités ne peuvent se satisfaire du monde tel qu'il est. La nature doit d'abord être remodelée pour se fondre dans la technologie. La vie organique doit être remplacée par un environnement artificiel, une nouvelle nature où l'on existera virtuellement à travers des réseaux électromagnétiques imitant les conditions de la vie désincarnée. Vous comprenez pourquoi les instances planétaires précipitent l'avènement d'un ordre mondial unifié au plan politique, social et spirituel. Elles sont dans l'urgence. Je continue. Certes, les gouverneurs des hiérarchies concernées par ces mesures exceptionnelles n'ont pas attendu la dernière limite pour passer à l'action. Il y a plusieurs siècles que leur stratégie a été fixée. Une confrérie occulte anglaise, informée des événements à venir à travers ses médiums en contact avec des entités menacées par le bouleversement, a lancé le plan de fusion des esprits et des âmes. Le chef suprême de cette opération d'urgence est un puissant démon, dont le livre de l'Apocalypse situe le trône, son lieu de puissance, au cœur du soleil éthérico-astral, plan bouddhique des théosophes. Ce démon est appelé Sorat, d'après le nombre 666 qui se compose des 4 lettres hébraïques S-O-R-T, 60, 6, 200, 400. Il en est à son assaut final, après ceux de l'an 666 et 1314, donc la fin des Templiers. Il a détruit les dernières résistances en 1998, 666 x 3, en lançant le World Wide Web. Il est aujourd'hui incarné dans la conscience globale. Ce serait une erreur de considérer Sorat comme un dieu extérieur à notre système, car cet éon est de fait une concentration des pensées humaines en rapport avec la matière, ses lois et ses techniques. Sorat est un produit humain, comme l'indique l'Apocalypse de Jean. Le chiffre de la bête est un nombre d'hommes. Le code kabbalistique 666 est un nombre d'hommes car il exprime la structure de l'humain bloqué dans la dimension matérielle avec ses 4 corps, physique, énergétique, émotionnel et mental. Les hommes attirent sur eux leur propre création. L'insecte, qui est une fabrication de notre pensée et de notre sang astral, revient nous piquer. Après des millions d'années, les formations psychiques composées de nos désirs et pensées sont des virus qui reviennent nous hanter. Le refoulé est d'une puissance cosmique. C'est la bête qui monte de l'abîme avec ses hordes pleines de notre propre venin. Anticipant un futur menaçant pour la survie des hiérarchies occultes conservatrices, le syndicat planétaire a rassemblé autour d'un plan commun la loge blanche et la loge noire, avec toutes leurs filiales spirituelles et matérielles. Cette alliance des organisations terrestres est symbolisée par la bête à 2 cornes, sous sa double appartenance de sagesse et d'intelligence. CDT, commandant Kevin, Work. 2. L'internement de la conscience, la bête binaire de l'informatique. Je suis un étudiant en médecine et je m'intéresse aux médecines alternatives du type homéopathie. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que consultant médical pour une société informatique au Canada et aux États-Unis. L'introspection et la méditation sur l'objet de mon travail, l'ordinateur, ont couvert ma conscience à une autre manière de voir la réalité de l'informatique. Beaucoup de ces notions, découvertes par intuition, ont été confirmées, ensuite par des textes que l'on m'a indiqués, par exemple ceux du docteur Rudolf Steiner, écrit en 1920, ou d'Alice Bailey, écrit dans les années 30. Les USA sont à la racine et au centre du réseau informatique mondial. Depuis les années 70, les représentants des nations indiennes commencent à relever la tête après la terrible répression qu'ils ont subie. En discutant avec certains chefs de tribus amérindiennes, ils sont présents au Canada et ils parlent très bien le français, j'ai vu certaines de mes idées sur la destinée du continent nord-américain confirmées par leurs anciennes prophéties. La culture informatique et médiatique est en passe de devenir le passage obligé de toute une génération. Mais le réseau informatique mondial est une prison pour ton esprit, comme le dit Morpheus à Neo dans le premier film Matrix. Cette prison est construite par une intelligence non humaine, absolument opposée au plan établi par la fraternité de la vie pour l'humanité. Où se trouvent les murs, les barreaux de cette prison, mais aussi la porte qui permet d'en sortir, et d'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que je voudrais montrer ici. C'est quoi cette boîte noire sur mon bureau? Un PC ou ordinateur personnel, ce n'est pas comme une machine à laver, une machine dont la fonction est clairement définie par ses concepteurs.
Un ordinateur est une matrice vide, une machine conçue pour être programmée de l'extérieur afin de remplir n'importe quelle fonction. PC veut dire ordinateur personnel. Ce terme a été inventé par les premiers fabricants d'ordinateurs destinés au public. Au départ, les ordinateurs n'étaient pas plus destinés à une utilisation familiale que ne le serait un commutateur téléphonique ou une locomotive de train. Ils n'étaient pas non plus destinés à fonctionner avec des cristaux. Les premiers marchaient avec des tubes à vide, ni même avec de l'électricité. On peut fort bien construire une machine à calculer programmable avec des rouages d'horlogerie. Petite parenthèse, comme c'est d'ailleurs montré dans le film, vous savez, sur la machine Enigma, là. Je ne me souviens plus du titre. On voit bien que son ordinateur, il est constitué de plein de machines mécaniques comme ça, et qu'à la limite, il peut fonctionner sans électricité. En tout cas, il ne fonctionnait pas de manière électronique, il fonctionnait de manière analogique. Fin de la parenthèse. Mais les forces qui maintiennent la planète dans son état d'emprisonnement savaient qu'à notre période de développement, c'est par l'électricité et l'électromagnétisme incorporés dans un cristal matériel qu'il est possible de contrôler la conscience. Comme son nom l'indique, la finalité du personal computer, c'est de pénétrer la personnalité. Et comme la personnalité est quelque chose de très complexe, de mystérieux, avec de nombreux aspects invisibles, l'ordinateur est lui aussi devenu une machine complexe, ésotérique, et basée sur des concepts magiques. Alors, petite parenthèse, voilà, ça explique aussi la fortune quasi instantanée de gens comme Steve Jobs ou Bill Gates. Hein. C'est dû ni à leur travail qui était plus important que d'autres, ni à... Ils étaient juste là au bon moment, au moment où tous les financements arrivaient en masse de la part des gouvernements et des entreprises privées pour développer l'ordinateur personnel, qui ouvrirait la voie plus tard à Internet, etc. Voilà, leur fortune n'est pas due uniquement à leur travail. C'est la même chose avec l'entreprise Tesla et Elon Musk, etc. Voilà, il ne faut pas se voiler la face, quoi. Qu'y a-t-il donc dans cette grosse boîte disgracieuse qui trône dans le salon et sur le bureau des enfants ? Eh bien, il y a une formule magique, puissante, basée sur la magie des cristaux, polarisée pour le contrôle total de la conscience humaine. Cette réalité peut sembler un peu excessive car il faut vivre avec son temps. Mais nous avons tous connu des personnes qui ont une aversion instinctive envers l'ordinateur et ne peuvent pas approcher d'un ordinateur en fonctionnement. Ces personnes sont toujours des sensitifs qui perçoivent l'activité magique en émanation et l'influence des entités qui se tiennent en arrière. C'est intéressant d'ailleurs le terme d'entité qui se tiennent en arrière parce que au point de vue informatique, vous savez, il existe des backdoors. On peut traduire ça par des portes arrière, et dont d'ailleurs on accusait Windows de mettre des backdoors au début du lancement de Windows 10, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait des portes invisibles dans le système Windows 10 qui permettraient la fuite de nos données, c'est-à-dire de nos données vraiment personnelles, sans qu'on s'en rende compte, directement allant sur les serveurs basés aux États-Unis. Donc, l'influence des entités qui se tiennent en arrière, ça me rappelle ça, hein, les backdoors. L'ordinateur actuel a un fonctionnement basé sur les particularités d'un cristal, le cristal de silicium ou quartz. Dans toutes les puces informatiques se trouvent des cristaux de quartz bien particuliers, des cristaux programmés. Ceux qui s'intéressent aux anciennes médecines traditionnelles savent que la science des cristaux est décrite dans les textes médicaux classiques de l'Inde, l'Ayurveda. Les cristaux sont le plus souvent mis en relation avec les centres d'énergie subtils du corps, les chakras, les glandes et les plexus nerveux qui leur correspondent. Il est connu qu'il est possible de sceller un cristal par la force de la pensée. On parle d'ailleurs de cristaux programmés. Appliqué d'une certaine manière, un cristal très pur est capable de rétablir le courant d'énergie d'un chakra ou d'une glande en les reliant à la source d'énergie universelle dont tous les hommes proviennent. Le cristal de silicium ou quartz a le pouvoir de relier l'homme à la force intercosmique, une force indépendante des influences planétaires astrologiques et qui existe dans l'espace comme formule de base de la vie. La science des cristaux est aussi connue de nations amérindiennes comme les Navajos et elle commence à être largement diffusée par des livres et des stages. Mais dans le cas de l'informatique, les cristaux utilisés sont au contraire dopés, c'est-à-dire qu'on leur injecte un mélange de terres rares pour modifier leurs caractéristiques naturelles.
Alors que les cristaux naturels sont de bons isolants électriques et peuvent agir comme des fusibles sur les centres d'énergie du corps, les cristaux dopés des puces informatiques sont semi-conducteurs. Ils conduisent l'électricité et agissent comme des antennes programmées. Alors que le cristal de quartz pur relie l'homme de manière entièrement désintéressée à toutes les possibilités de vie offertes par le cosmos, le cristal dopé informatique détermine une liaison forcée avec certains domaines de vie seulement, des domaines habités par des intelligences qui veulent contrôler l'humanité et s'opposent à son développement spirituel. Les premiers semi-conducteurs ou transistors ont été découverts fortuitement en 1948 par Bardeen, Brattain et Shackley à Palo Alto, au centre de ce qui allait devenir la Silicon Valley, le temple mondial de l'informatique. Dans les transistors, l'énergie électrique est contrôlée et emprisonnée par des conditions physiques terrestres. Les transistors, présents en plusieurs millions d'exemplaires microscopiques dans une micropuce informatique, sont un symbole de la conscience de l'humanité emprisonnée dans la matière. Alors, petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que ça doit aussi être le cas de la musique rock, puisque quand même, l'invention des transistors a permis vraiment la démocratisation des amplis de guitare électrique et ont permis aussi la démocratisation des radios FM, vous savez, qu'on emmenait sur la plage, quoi. Et qui permettait d'ailleurs la diffusion de cette nouvelle musique rock, dont on disait qu'elle corrompait l'âme des êtres humains, quoi. Mais effectivement, le transistor a permis le remplacement à un coût plus faible des lampes analogiques des premiers amplis. Et d'ailleurs aussi des premiers ordinateurs qui étaient analogiques et pas numériques. Donc les transistors sont un symbole de la conscience de l'humanité emprisonnée dans la matière. Il est intéressant de remarquer qu'il est techniquement possible de fabriquer des transistors ou des semi-conducteurs avec d'autres matières que le silicium, avec des dérivés fluorés par exemple. Mais seul le silicium permet de créer la formule magique qui incorpore et emprisonne la force électrique cosmique dans la matière, et donc qui permet d'agir magiquement sur la conscience humaine. Incroyable ça. Aussi, si c'est le silicium qui s'est universellement imposé dans l'industrie des semi-conducteurs, cela n'est pas par hasard, mais à cause de l'action directe des forces occultes qui ont créé l'intelligence artificielle des ordinateurs. Ces forces occultes vont relier volontairement l'ensemble de l'humanité à des sphères de conscience qui ne sont pas humaines, afin de maintenir les consciences en dessous du niveau de la pensée libre et indépendante. Le premier domaine avec lequel tout utilisateur d'ordinateur est relié est le domaine dit de Mammon, la strate inférieure du matérialisme symbolisée par les forces de l'agent. Le sigle IBM est la signature de cette liaison avec les forces les plus basses. International Business Machines signifie machine pour les affaires internationales. La mondialisation de l'économie est ainsi une des premières conséquences de l'utilisation des ordinateurs, et cela implique l'écrasement du faible par le fort, les guerres économiques, l'uniformisation des consciences, la souffrance de milliards d'individus, pour se terminer par la barbarie économique généralisée que nous vivons. Les disparités sociales entre pauvres et riches ne cessent de croître, et l'écart entre les revenus des plus pauvres et des plus riches atteint à présent des sommets. Les riches, et cela se comprend, ont peur de la masse des pauvres. La seule solution pour assurer la protection des riches et le contrôle des pauvres sera bientôt d'identifier tout le monde, riche et pauvre, grâce à des puces informatiques implantées. Cela existe déjà et la technologie des micropuces implantables, alimentées par les mouvements musculaires, se développe à grande vitesse. Certains ont vu dans l'Apocalypse une prophétie de la situation actuelle, à cause de la phrase « La bête fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » Apocalypse 13, 16. Mais les puces implantables ne sont qu'un début, car il sera toujours possible à un bon bidouilleur informatique de les désactiver, comme on peut déjà désactiver actuellement pratiquement tous les systèmes de contrôle de sécurité informatique, de protection contre les copies, etc. Non, le vrai danger de l'informatique mondiale sera les implants psychiques, dont nous parlerons plus en détail dans un prochain article. Par la miniaturisation, on se rendra compte progressivement qu'il est possible d'utiliser la technologie informatique avec des ordinateurs de plus en plus petits, puis finalement sans aucun support physique. Petite parenthèse, c'est déjà tout à fait possible
d'injecter, même dans des sérums, par le biais de seringues, d'injecter en fait ce qu'on appelle en fait des cristaux liquides, mais des micro particules intelligentes qui viennent se fixer directement sur les neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc c'est l'alliance pure entre l'électronique et l'organique. C'est-à-dire qu'après, on voit que les neurones et les neurotransmetteurs, dans le meilleur des cas, font corps avec l'entité numérique qui est venue, électronique, qui est venue se poser sur elle. Donc l'organique et le numérique viennent se marier en fait. Ce processus est déjà très avancé. Dans les débuts de l'informatique individuelle, chaque ordinateur était indépendant. Mais rapidement, les connexions réseau et à haut débit de type ADSL s'en sont imposées. Actuellement, il est devenu très difficile de faire fonctionner correctement un ordinateur moderne sans connexion Internet à haut débit. Par exemple, dans le système d'exploitation Windows XP, livré avec la plupart des modèles récents, l'enregistrement obligatoire des logiciels, ce qui permet de les activer, les mises à jour et tout le support technique d'installation passe par Internet. On commence à voir apparaître des ordinateurs écrans tactiles simplifiés, sans clavier, qui ne contiennent aucun programme, mais qui vont chercher toutes les informations nécessaires à leur fonctionnement sur Internet. Dans le futur, un futur pas si éloigné, ce seront les réseaux radio des téléphones portables qui seront utilisés pour télécharger en temps réel toutes les informations dont l'utilisateur aura besoin. Ben oui, ça s'est fait avec les smartphones. L'informatique sera alors devenue indispensable dans la plupart des situations de la vie pour se déplacer dans une ville par exemple. Comme tous les terminaux d'ordinateur fonctionnent en réseau, tous les cristaux programmés du monde essayent d'entrer en relation, créant ainsi une onde de forme géante. Quelle est la nature de cette onde de forme? C'est ce que nous allons maintenant examiner. La bête binaire et le saut au front. L'ordinateur est basé sur un code binaire. Cela commence à être connu de tous. Pour pouvoir être utilisé par les puces informatiques, toute donnée est transformée en code binaire. Cela revient à dire que dans une certaine partie de la puce, un courant électrique passe ou ne passe pas. En fait, tout ce que l'ordinateur fait avec ses circuits en silicium, c'est de combiner des suites immenses de 1 et de 0. Dans un ordinateur, votre propre nom, comme celui de Dieu, comme le mantra le plus sacré, ne sont que des suites de 1 et de 0. Cela n'est pas sans conséquence d'un point de vue de l'ésotériste. Car en effet, c'est par leur nom que les choses sont créées. En attribuant un nouveau nom à une chose, on accomplit un acte créateur, et cela change aussi sa destinée. La valeur numérique des lettres d'un nom est d'une grande importance, et les sages initiés qui ont rédigé certaines parties de l'Ancien Testament ou du Zohar en étaient parfaitement conscients. Il est notoire que l'informatique utilise son propre jargon, son propre langage, bien connu pour être particulièrement obscur et incompréhensible aux non-initiés. Or, la binarité n'est pas prévue dans le plan de développement de l'humanité. Les choses ne sont jamais ni entièrement blanches ni entièrement noires. Certes, les paires d'opposés, que sont bien et mal, jour et nuit, vie et mort, existent bien. Mais les opposés sont dans un champ de transformation qui englobe tout. Et la nuit se transforme continuellement en jour, la vie en mort et la mort en vie. La langue sacrée parle d'une double polarité, donc de 4 courants. 2 polarités positives et 2 polarités négatives. Ces courants sont représentés dans le symbole du yin et du yang, où à l'intérieur du yin noir on voit le germe du yang. Ils sont aussi représentés dans le livre sacré de la Genèse, par les 4 fleuves qui entourent le paradis, le domaine de vie originel de l'humanité. La binarité est le symbole de la bête à 2 cornes de l'Apocalypse, la force qui nie Dieu et veut se maintenir. Il est techniquement possible de fabriquer des ordinateurs ternaires fonctionnant avec un code de base 3, c'est-à-dire 1, 0 et entre les deux. Ces ordinateurs ont existé car ils sont très performants pour calculer des courbes complexes et ils ont été utilisés par la NASA pour calculer les trajectoires des fusées. Mais ils ont été rapidement supplantés par les ordinateurs binaires qui se sont imposés partout sur Terre sans laisser aucune alternative. La programmation en langage binaire est tout autre chose que d'écrire des mots en français ou en espagnol. Les langues dites indo-européennes sont issues du sanskrit, un alphabet sacré donné par les dieux. Or, tout texte émet une vibration correspondant à sa langue. On comprend qu'un texte écrit avec des 1 et des 0 a une vibration tout à fait différente d'un texte calligraphié en caractères sanskrit. Or, en ce moment même,
Des millions de programmeurs œuvrent nuit et jour sur tous les continents en accomplissant continuellement les rituels magiques de la programmation en langage binaire, un déversement continu d'énergie mentale centré sur cet unique concept mensonger. Les idées peuvent s'écrire par des suites de 0 et de 1. Cette idée sans cesse répétée crée une onde de forme immense, un égrégore mondial, sans cesse vitalisé par le tournoiement des programmes dans les mémoires des ordinateurs. C'est cette forme pensée monstrueuse qui, selon certains, est représentée dans l'Apocalypse par la bête, devant laquelle tous les habitants de la Terre se prosternent. Les formes pensées deviendront dans l'avenir de plus en plus matérielles jusqu'à complète matérialisation. Alors, petite parenthèse, c'est ce qui nous permet de penser que les jeux vidéo, qui sont déjà à l'heure actuelle sur des clouds, un jour les jeux vidéo rejoindront la réalité, ou vice-versa. C'est-à-dire que ce que vous accomplirez dans le jeu auquel vous êtes en train de jouer sera aussi votre réalité, deviendra aussi votre réalité. Dans une de ses conférences, Rudolf Steiner disait « Tous les êtres auxquels les pensées erronées des hommes donnent actuellement naissance vont tout d'un coup devenir des réalités. De la Terre, une nuée horrible d'êtres va s'élever. Leur nature les situera entre les règnes minéral et végétal. Ce seront des êtres ressemblant à des automates, possédant une intelligence d'une grande puissance. » Je vais relire cette phrase. « Ce seront des êtres ressemblant à des automates, possédant une intelligence d'une grande puissance. » Par suite de ce développement, la Terre se couvrira comme d'un réseau de toiles d'araignées épouvantables. Pourtant, le niveau de ces êtres ne va même pas atteindre celui des plantes. Ce seront des sortes d'araignées horribles, enchevêtrées les unes dans les autres. Leurs mouvements imiteront tout ce que les humains ont pensé. Les informaticiens qui aujourd'hui connaissent le fonctionnement des serveurs des réseaux automatiques donnent une bonne idée de ce que pourrait être l'intelligence à la fois très primaire et extrêmement efficace de ces formes pensées matérialisées. On a dit que la signature vibratoire du signe www ou World Wide Web est 666. Rajoutons que le M, l'initiale de Marie, est un symbole très ancien, utilisé par les Cathares pour représenter la force cosmique pure, la force vierge, la mère du monde. Le M inversé en W et répété 3 fois est donc le symbole de la force corrompue, déchue et prisonnière de la matière. Remarquons que le prix des premiers ordinateurs personnels de la marque Apple était de 666 $. Le logo de Apple, la marque mère de la Silicon Valley, est d'ailleurs la pomme du péché originel, la pomme de l'arbre de la connaissance binaire, du bien et du mal. Ah, ça c'est un des paragraphes les plus intéressants que j'ai lus. Tout ça, ça me paraît clair à présent. On entend souvent dire que l'humanité du futur sera tatouée dès la naissance sur le front ou sur un bras avec un code barre obligatoire. Mais la marque sur le front ne consistera pas en une marque extérieure, mais en une signature vibratoire. En effet, utiliser quotidiennement les formes pensées qui viennent d'être décrites a pour conséquence de modifier certains organes du cerveau. Les organes s'adaptent à la fonction. Aussi, une adaptation est-elle en train de s'effectuer dans la région du cerveau autour de la glande pinéale et de la 4e cavité cérébrale. La glande pinéale, en rapport avec le 3e œil, donc avec la vision mentale, est fortement perturbée par l'informatique. On a démontré que l'usage intensif d'Internet modifie la sécrétion de mélatonine par cette glande. Or, le niveau vibratoire de la conscience est déterminé par la glande pinéale, et on peut dire que celui qui endommage sa glande pinéale ferme lui-même la seule issue de sa prison. C'est pourquoi on peut parler de 2 voies de développement de la conscience. D'une part, un enfermement qui ira sans cesse croissant, et d'autre part, une libération pour ceux qui se réveillent. Que cet enfermement progressif utilise physiquement l'ordinateur ou non est en fait de peu d'importance, car il s'agit avant tout d'une prison électromagnétique. Pierre Rimbas. Internet ou l'abolition de la pensée humaine. Chaque machine est destinée à exécuter une opération spécifique. Une machine à laver est destinée à laver le linge, une machine à calculer, à diviser, soustraire, additionner. Toute machine, inventée par l'homme, imite une de ses facultés naturelles. Mais aussi pratique ou divertissante soit-elle, elle finit par déposséder l'être humain de sa faculté à exécuter lui-même certaines opérations. À moyen terme, l'être humain qui utilise une machine à laver perd sa faculté de laver son linge de ses propres mains, celui qui utilise une calculatrice de calculer, etc. L'ordinateur est une machine particulièrement complexe puisqu'il est destiné à exécuter des opérations très variées. En observant de près la structure d'un ordinateur,
on se rend compte qu'il est l'imitation parfaite d'un cerveau humain, ayant la possibilité de trier, mémoriser, classer un nombre incroyable d'informations. Cela est constatable jusque dans le design des microprocesseurs qui imitent les réseaux neuronaux. Sa fonction est d'imiter notre pensée. Nous allons expliquer comment en quelques années, l'ordinateur et le réseau Internet vont déposséder l'être humain de sa faculté de penser. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que les réseaux neuronaux, donc là en informatique, dépasseront de loin, enfin c'est déjà le cas, les algorithmes. Parce qu'un algorithme est prédictif, il est programmé par un être humain, alors que les réseaux neuronaux, en fait, sont des sortes d'algorithmes, mais sans limite. C'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre d'eux-mêmes, de leurs propres erreurs, et se développer en fait de manière organique presque. Histoire. Internet est né en 1957, en pleine guerre froide, au cœur du Pentagone. Pour se défendre contre la menace russe d'un envoi potentiel d'armes atomiques depuis l'espace, le président Eisenhower crée la DARPA, agence de recherche avancée pour les projets de la défense. Celle-ci réalisera le premier réseau d'ordinateurs interconnectés, l'ARPANET. D'ailleurs, je croyais que c'était français, ARPANET. Bref. C'est cet outil de technologie militaire pour le contrôle de l'information qui sera développé et rendu accessible au public sous le nom d'Internet. Depuis, la DARPA a continué ses recherches et travaille aujourd'hui à l'élaboration de microprocesseurs à implanter dans les cerveaux des GIs pour soi-disant augmenter leur capacité de connaissance. De la même manière qu'on leur donnait des amphétamines pour être sur les théâtres d'opération pendant 24 heures ou plus. Les préoccupations des inventeurs du net sont claires. Internet représente le réseau physique du milliard d'ordinateurs interconnectés sur la planète. À ne pas confondre avec le World Wide Web ou toile mondiale, qui peut être considéré comme un énorme programme informatique. Ah, petite parenthèse, le terme de web est tellement intéressant parce que, effectivement, c'est la toile en anglais, la toile d'araignée. Et tout à l'heure, là, il nous citait un passage de l'Apocalypse, je crois, où on nous disait que, en fait, l'image sera une araignée qui envahira le monde comme ça. Ou non, c'était peut-être une prophétie de... je sais plus. Mais web, voilà, c'est la toile d'araignée, quoi. Fin de la parenthèse. Qui peut être considéré comme un énorme programme informatique qui fonctionne sur Internet comme un logiciel sur un ordinateur. La toile vit le jour en 1989 en Suisse, au CERN, le centre de recherche nucléaire le plus important du monde. Elle doit son nom à Tim Berners-Lee, un jeune ingénieur qui travaillait toute sa vie à réaliser le rêve d'un autre homme nommé Vannevar Bush. Ce rêve était de réaliser une machine capable de stocker toute la mémoire de l'humanité, le MEMEX. Comme son nom l'indique, le MEMEX éviterait à l'humanité d'avoir à faire des efforts pour développer sa propre mémoire. Alors, petite parenthèse, pour moi, c'est ce qui est décrit dans le film Lucide de Luc Besson. Ce qu'on voit à la fin, là, c'est vraiment le MEMEX, en fait. L'actrice, elle a ingéré malgré elle une drogue très puissante qui décloisonne en fait complètement son esprit et elle a eu accès à 100% des capacités de son cerveau, ce qui lui permet à un certain niveau de modifier la matière. Et à un moment, elle a tellement de connaissances à la fin que, au lieu d'être abattue, d'être tuée, elle se métamorphose de organique à un être numérique en fait, puisque petit à petit elle se métamorphose en un savoir mondial qui est ensuite mis en substance sur une clé USB en fait. Ce qui pourrait rappeler d'ailleurs le monolithe du film L'Odyssée de l'espace de Kubrick. Bref, le MEMEX éviterait à l'humanité d'avoir à faire des efforts pour développer sa propre mémoire. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle il y a de plus en plus de problèmes de mémoire, y compris les jeunes aujourd'hui. Ça me semble clair. D'innombrables liens associatifs l'aideraient à consulter cette masse hallucinante de données, ce qui le soulagerait d'avoir à penser par association d'idées, les associations étant déjà faites par la machine. Très beau rêve pour ce scientifique, affreux cauchemar pour celui qui ne désire pas léguer sa mémoire et sa capacité de penser par association d'idées à une machine. En effet, Internet va devenir le support de la mémoire de l'humanité entière, ce qui dépossédera l'être humain à terme de sa propre mémoire. Quant au World Wide Web, il est le programme qui lie les informations de la mémoire de l'humanité, qui fait des liens. Il finira par déposséder l'être humain de sa capacité à réfléchir par lui-même. Pour moi, c'est déjà le cas. Le silicium.
Comme nous l'avons dit précédemment, les microprocesseurs des ordinateurs tendent à imiter le cerveau. Voyons de plus près les similitudes qu'il y a entre un microprocesseur et un cerveau humain. Au centre de notre cerveau trône une petite glande d'une importance capitale puisqu'elle nous permet de prendre conscience des informations venant de l'extérieur et de les intégrer dans notre système cérébral d'une manière non pas mécanique mais totalement consciente. Cette glande s'appelle la pinéale ou hypophyse. Elle est principalement composée de silice dont la propriété de réagir aux rayonnements cosmiques avec lesquels nous sommes en permanente interaction. C'est la pinéale, par exemple, qui sécrète la mélatonine, hormone qui fait bronzer notre peau lorsqu'elle est exposée au soleil. La silice est répandue partout sur Terre sous forme de roches ou de sable. Elle est utilisée pour sa transparence dans la fabrication du verre, par exemple, mais c'est à l'intérieur de notre organisme qu'elle est la plus importante en tant que support de la perception. Ce n'est pas un hasard si les microprocesseurs sont eux aussi dotés de cristaux de silice ou quartz et sont une copie conforme de la glande pinéale. Il existe pourtant entre la glande et son imitation une différence capitale qui rend leurs fonctions totalement opposées. À la base, les cristaux de silice utilisés pour créer les puces informatiques ne sont pas conducteurs. Au contraire, ils s'opposent au passage du courant électrique. Il est alors nécessaire de procéder à ce que l'on appelle en termes scientifiques le dopage de ces cristaux. Cela revient à y introduire de fines particules de métal conducteur. Ainsi, le silicium dopé ne peut plus résister au passage de l'électricité. Il devient alors un semi-conducteur. C'est la raison pour laquelle Silicon Valley, région extrêmement riche en silice, est devenue la Mecque des firmes de semi-conducteurs. Le silice est lié à la lumière. Un beau cristal ressemble à de la lumière condensée. Mais lorsqu'il est soumis au passage de l'électricité, il s'opacifie pour devenir complètement noir. Voilà ce à quoi est soumise notre conscience. En effet, les scientifiques savent que lorsque deux cristaux de même nature sont mis côte à côte et que l'on dirige des ondes vers l'un d'entre eux, l'autre va automatiquement résonner de la même manière. C'est par ce processus de résonance qu'au contact d'un ordinateur, le fonctionnement de notre glande pinéale est radicalement modifié. La sécrétion de mélatonine est altérée après quelques heures seulement passées devant un écran. La sécrétion de mélatonine est altérée après quelques heures seulement passées devant un écran. Notre support de perception devient de moins en moins opérationnel. Le monde médical en est tout à fait conscient, mais le lobby de l'informatique est tout puissant. Rien ni personne ne pourra freiner l'impérialisme mondial des micropuces se multipliant sur le marché comme d'innombrables cafards. Instinctivement, nombreux sont ceux qui ont réagi négativement à l'entrée fracassante des ordinateurs dans leur vie quotidienne. Mais l'humain a la fâcheuse tendance à s'habituer à tout avec le temps. Aujourd'hui, l'informatique est partout. C'est un passage obligé. Qui peut encore se vanter de ne pas subir l'influence de ces machines sur sa vie? Les plus farouches dissidents sont récupérés parce qu'il faut bien manger. La conscience de chacun est attaquée. La pensée dominante. On dit que celui qui possède les connaissances possède le pouvoir. Cela est parfaitement vrai en termes de stratégie. N'oublions pas qu'au départ, Internet est une arme de guerre née dans les laboratoires de l'armée la plus puissante au monde. Cette dernière sait ce qu'elle a fait lorsqu'elle a décidé de démocratiser l'accès à Internet jusqu'à le rendre gratuit une quinzaine d'années après sa mise en service public via les ondes Wi-Fi qui inondent aujourd'hui la plupart des grandes villes occidentales et demain le monde entier. Il est certes très pratique de savoir à quelle heure part le train qui nous conduit au travail. Très sympathique de pouvoir entendre gratuitement de la propagande musicale. Mais remettons les choses à leur place. Lorsqu'on fait appel à un moteur de recherche pour approfondir un thème qui nous intéresse, le cheminement de notre recherche, les liens cliqués dans le moteur de recherche sont automatiquement enregistrés. Ces informations sont envoyées à de gigantesques bases de données qui traitent, trient, mâchent et recrachent le tout instantanément sous forme de statistiques. On sait que les sites les plus visités sont les premiers de la liste sur Google. Il en va de même pour tous les liens effectués. La suite la plus fréquente devient la plus proposée, et l'on se retrouvera à suivre le cheminement le plus fréquent des internautes pour avoir accès à une information. Les moteurs de recherche proposent donc une information qui correspond inéluctablement à la pensée dominante. On peut certes prendre du recul et émettre un avis critique face à ce fragment de pensée dominante qui nous est proposé, confronter l'information trouvée sur Internet à une idée qui nous aurait été transmise par un autre vecteur, bouche à oreille, livres, journaux. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a plus qu'une seule source d'information? Internet tend à devenir la source d'information unique.
Dès sa naissance, les esprits littéraires les plus puristes ont annoncé la mort du livre. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un sur le web, on a le choix entre l'objet même et le téléchargement du contenu de l'œuvre, beaucoup moins cher. Un tiers des lecteurs des grands quotidiens ont jeté la feuille, lui préférant le clic de la cyberpresse, sans parler des innombrables chercheurs de vérité, autrefois dans les bibliothèques, maintenant internés sur Internet. Les plus sceptiques quant aux réactions négatives à propos d'Internet rétorqueront « J'y trouve tout, il n'y a pas de censure et je suis libre de mes choix, personne n'essaie de m'influencer ». Ou encore « Il n'y a pas au fond de différence entre Internet et une bonne bibliothèque ». La différence entre Internet et une bibliothèque. Dans une bibliothèque, une personne qui cherche une information ou qui désire approfondir un thème fera l'effort de chercher différents livres sur ce sujet, de les parcourir, de trier et de sélectionner des écrits afin de construire une réflexion. Cette personne aura donc un rapport actif à la connaissance. Sur Internet, une personne qui veut se renseigner sur un thème tombe directement sur un ensemble de propositions classées. Les liens, associations entre les idées se faisant automatiquement, la personne aura le choix entre différentes pistes préconstruites. Elle devra alors réagir par oui ou par non à chacune de ces propositions. Au lieu de faire tourner des idées dans sa tête, l'ordinateur fera tourner des idées autour d'elle, réfléchira à sa place. Le fait de devoir réagir par oui ou par non à l'information rappelle étrangement le code binaire sur lequel est fondé l'ordinateur. Les rôles sont donc inversés, le rapport du chercheur à la connaissance devient passif. Rappelons que des études ont montré que la forme numérisée d'un document se prête mieux à la récupération d'informations que l'imprimé. En revanche, ce dernier est beaucoup plus propice à une lecture studieuse et attentive. On peut donc affirmer qu'une bibliothèque et Internet sont deux espaces radicalement opposés. Le premier étant un lieu où l'on construit la réflexion, la deuxième où on la subit. En faisant croire aux internautes qu'elle regroupe autant de sources d'informations qu'il y a de cliqueurs, en rendant passif le connecté dans son rapport à l'information, en lui imposant des associations d'idées et en le dépossédant de sa propre mémoire, la toile mondiale devient dans un premier temps source unique d'informations pour devenir ensuite vecteur officiel de la pensée unique. Elle se prétend pourtant en être l'antipode même, de par sa diversité et son absence de censure. Certains esprits sont capables de cette prise de conscience si leur pensée n'a pas été encore trop dévitalisée par l'onde binaire de l'informatique. Nous avons vécu hors du réseau, nous avons vu la toile se développer à une vitesse inimaginable, englobant tout sur son passage. Internet vient révolutionner notre rapport à la connaissance. Nous sommes une génération de transfert entre un rapport au monde et un autre, entre l'espace et le cyberespace. Mais les technologies se développent à une vitesse inhumaine, dans le sens où la personne qui n'est pas spécialiste ne peut intégrer la somme des connaissances nécessaires à la compréhension de l'évolution technique des machines et des réseaux de machines. Et sachant que la recherche militaire a toujours 50 ans d'avance sur ce à quoi a accès le public, il est nécessaire d'anticiper un peu le futur si on veut être dans le présent. Le présent. On observe actuellement dans les classes primaires un certain refus, une résistance instinctive face à l'enseignement proposé aux jeunes enfants. En effet, la curiosité des élèves a radicalement diminué et leur soif d'apprendre s'est asséchée à un point tel qu'il a fallu totalement réformer les systèmes éducatifs. Nous sommes passés d'un système où l'enseignant communique par le verbe un certain savoir à un ensemble d'élèves qui le reçoivent et l'intègrent en temps voulu, à un système où chaque enfant décide par lui-même à tout moment de la connaissance qu'il désire acquérir en choisissant parmi un éventail d'éléments informatifs à intégrer. Malheureusement, il ne s'agit pas de développer davantage le libre arbitre de l'enfant ou d'accorder plus d'attention à ses besoins individuels, puisqu'au final, le bourrage de crâne étatique est le même pour tous, quelle que soit la méthode. Non. On observe à nouveau que le rapport à l'information a changé. Il s'adapte aux nouvelles technologies, les jeunes cerveaux étant devenus incapables de se concentrer sur un enseignement oral et ne voyant plus la nécessité d'intégrer les connaissances dans leur propre mémoire, puisqu'il est plus facile de se brancher sur la mémoire entière de l'humanité, et ce, via l'ordinateur trônant au fond de la classe. Alors, petite parenthèse, ce qui est inquiétant aussi, c'est que, pour moi, la plupart des jeunes de cette génération sont incapables de comprendre ce qui est marqué dans un livre qui date même d'il y a 20 ans, quoi. Donc, ils sont incapables, de facto, de se faire leur propre opinion à partir de livres, et donc, on peut leur imposer la pensée unique qu'on souhaite, quoi. Bref. Cette génération, dont la glande pinéale subit les radiations informatiques depuis l'âge de 3 ans,
et dont la mémoire n'est plus en mesure de fournir des pensées nécessaires à l'élaboration d'une réflexion personnelle, se verra bientôt totalement dépendante de la mémoire collective rassemblée sur le net et gérée par des grandes puissances. Les cerveaux sont alors littéralement connectés aux machines sans même avoir besoin de puces implantées, bien que la recherche en la matière soit officiellement encouragée par le gouvernement américain et que le marché potentiel mondial représente des centaines de milliards de dollars, mais d'une manière plus subtile car inconsciente. Dans l'impossibilité mentale d'une prise de conscience face à la toute-puissance de la toile et face à une absence d'alternative, ils deviennent eux-mêmes promoteurs permanents de la pensée unique. Internet aura donc aboli la pensée humaine pour la remplacer par un ensemble de mécanismes mentaux contrôlés et gérés. Ces mécanismes incitant bien sûr les esclaves humanoïdes à nourrir sans cesse un système génialement vampirique. Pour les élites, le peuple moutonnier ne représente qu'une masse d'énergie dont la production est générée par un perpétuel mouvement vers une direction déterminée d'avance, celle de son asservissement total. Lucien Chabot, Chrome. Voilà, ce sera la fin de cette deuxième partie. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Voilà, voilà. Donc, comme je vous ai dit, enfin, je vous ai montré au début, euh, j'aimerais bien faire des lives, mais je peux pas. Parce qu'il faut 50 abonnés. Je n'avais pas. Bon, voilà. J'espère avoir été utile comme d'habitude et que Dieu vous guide. Salut.